Le sommet débute à l'instant. Je vous demanderai votre attention, s'il vous plaît, pour accueillir notre prochain conférencier. Merci. On aura l'occasion de reprendre la discussion un petit peu plus tard avec une activité de réseautage. J'espère que le dîner était bon, que vous avez bien échangé. Merci d'être là, encore une fois, pour accueillir notre prochain invité, notre prochain conférencier. Personnage très bien connu dans la région, bien sûr. Quelqu'un que je connais bien aussi. Maintenant, mon employeur, mon directeur, parce que je travaille au Cégep de Jonquière. Donc, bonjour Sylvain Gaudreault. Sylvain a été député de Jonquière de 2007 à 2022, également ministre des Affaires municipales, des Transports et chef de position officielle à l'Assemblée nationale. Comme je le disais, il est maintenant directeur général du Cégep de Jonquière. Il poursuit sa carrière, encore une fois, avec toute la passion qu'on lui connaît. Il est avec nous aujourd'hui pour une conférence qui s'intitule « Le défi de la transition et l'importance du dialogue social ». Donc, Sylvain Gaudreault, à toi la parole. Merci Marie-Christine. Alors, je renouvelle ton contrat pour l'année prochaine. C'est bien parti. Alors, bonjour à tous et à toutes. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous cet après-midi pour parler de transition, mais surtout parler de transition juste. Je veux d'abord faire un certain nombre de salutations. D'abord, les organisateurs de cette rencontre du Sommet sur la forêt. Je sais que c'est une coalition, un groupe de formation ou de force syndicale. Alors, je veux vous remercier d'avoir pris cette initiative. C'est vraiment important dans le contexte actuel où il faut se parler, où il faut se dire la réalité des choses en plusieurs matières. Je veux saluer également les députés qui sont présents. André Fortin, qui était mon collègue à l'Assemblée nationale, député de Pontiac. J'ai vu également Arun Boisy, député de Québec solidaire, qui est là-bas dans le fond. Alors, bonjour Arun, bienvenue ici. Je sais que Mario Simard a été ici. Je ne sais pas si Mario est encore là, mais je veux le saluer, remercier de sa présence. Je veux saluer également les élus municipaux qui sont dans cette salle, de toutes les quatre coins du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci beaucoup de votre présence. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous parler de transition juste, parce que j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup sur cette question-là comme parlementaire, et aujourd'hui de vouloir la mettre en application comme directeur général de Cégep, et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Mais au point de départ, je vais établir une chose. C'est que la transition socio-écologique se fera et continuera de se faire malgré Donald Trump, malgré les conflits internationaux, malgré la décote financière du gouvernement du Québec, malgré les déficits financiers, parce qu'on se dit souvent, la transition socio-écologique, les enjeux climatiques vont attendre. Mais cette transition va se faire. Pourquoi? 2024, par exemple, a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. C'est la première fois que le seuil de 1,5 degré est dépassé. Elle se fera aussi parce qu'à l'échelle internationale, je vous rappelle l'accord de Paris qui prévoit que d'ici 2100, il faut limiter le réchauffement entre 1,5 et 2 degrés d'ici 2100. Pourtant, déjà en 2024, on a enregistré le seuil de 1,5 degrés. La transition se fera aussi parce que les gouvernements se fixent des cibles.
Par exemple, le gouvernement du Québec a une cible de réduction de gaz à effet de serre de 37,5 de moins sur la base de 1990 d'ici 2030. D'ailleurs, cette année, en vertu de la loi, la cible devra être revue. On attend une convocation du ministre de l'Environnement pour une commission parlementaire pour fixer, pour entendre les groupes, entendre les syndicats, entendre les parties prenantes et fixer une nouvelle cible de réduction de gaz à effet de serre. La transition se fera aussi parce que les gouvernements, dont le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, a fixé l'atteinte de la carboneutralité pour 2050. Et elle se fera aussi, la transition, parce que le coût de l'inaction est plus cher que le coût de l'action. Exemple, en 2024, les catastrophes naturelles au monde ont causé pour 320 milliards de dommages, dont 140 milliards en pertes assurées. Donc, si on ne s'occupe pas des enjeux climatiques, les assurances vont vous le rappeler, vous pouvez en être certain. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ce qu'on a devant nous, c'est inéluctablement un devoir de transformation et de transition. Et ce sur quoi je veux insister, c'est que cette transition, c'est une responsabilité collective. Et c'est de ça que je veux partir, de cette base, de cette responsabilité collective. Parce que quand on parle de transition juste, c'est de ça dont il est question. D'abord, une définition. La transition juste vise à faire en sorte que les conséquences de la transition socio-écologique dans les milieux de travail soient une responsabilité collective. Parce qu'il y aura des changements inévitables qui vont apporter des modifications à des fonctions de travail. Et si on prend l'exemple de la forêt, ce n'est pas aux travailleurs forestiers, à la travailleuse forestière, de faire les frais d'un changement du monde du travail qui découle de décisions dont il n'est pas responsable, de décisions extérieures à lui ou à elle. C'est la même chose pour le travailleur ou la travailleuse du secteur de la métallurgie, par exemple. Quand j'étais député, puis André va s'en souvenir, à l'automne 2021, j'ai déposé le projet de loi 395. Ce qui est un peu frustrant quand on est dans l'opposition, c'est pas que j'ai pas essayé d'être plus longtemps dans le gouvernement, mais j'ai fait longtemps une partie dans l'opposition. On dépose des projets de loi, puis ils vont rarement plus loin que l'étape du dépôt. Mais c'est quand même un signal politique important. Puis j'avais déposé le projet de loi 395 sur la transition juste, qui visait deux objectifs. Instaurer un mécanisme de mise en œuvre de la transition juste et créer un fonds de transition juste. Parce que je sais que la première question que vous avez, c'est « Oui, mais Sylvain, c'est beau, là, mais comment on va financer la transition juste? » Donc, dans ce projet de loi 395, j'invite les parlementaires à le reprendre, ça va me faire plaisir. Il n'y a pas de droit d'auteur sur ce projet de loi. Je dis ça en passant. Il y avait 3 étapes. Première étape, anticiper. Donc, il faut anticiper dans les régions, comme la nôtre, les transformations à venir dans le milieu du travail. Et ça doit passer par la décentralisation. On en parlait tout à l'heure. Deuxième étape, donc d'abord anticiper. Deuxième étape, former. Donc, former les travailleurs et les travailleuses qui sont touchés par ces transformations afin de les soutenir, dans certains cas, de les requalifier pour s'adapter aux changements ou migrer vers d'autres emplois. Et la troisième étape, c'est financer l'ensemble de cette opération, qui est une opération d'envergure. Je vous invite à prendre chacune des étapes à la fois. Donc, anticiper. Et c'est de ça dont on parle particulièrement aujourd'hui. Anticiper, c'est l'élément central. C'est le dialogue social entre les parties prenantes. Et pour moi, il y a une dimension importante de décentralisation. Donc, intervenir et travailler à partir des régions elles-mêmes, avec les parties prenantes. Quelles sont les parties prenantes pour anticiper ce qui s'en vient? 3 parties essentiellement, donc les travailleurs et les travailleuses à travers les syndicats, la partie patronale et les gouvernements. Le dialogue, c'est quoi? C'est un échange constant entre ces 3 parties, et ce, avec respect et sans jugement. Et pour moi, dans un Québec qui est habitué de travailler dans un climat de paix sociale, c'est notre histoire, ce dialogue social, ce dialogue constant entre les 3 parties, c'est le meilleur gage de la paix sociale.
Et c'est de prendre pour acquis aussi que dans ces trois parties-là, les travailleurs, les travailleuses, les patrons, les gouvernements, personne n'est le mieux placé que les travailleurs eux-mêmes pour faire des propositions pour transformer leur fonction de travail ou leur milieu de travail. Il faut également un soutien gouvernemental avec les établissements d'enseignement supérieur, avec les syndicats, pour cibler c'est quoi les tendances, quelles seront les tendances des prochaines années, quelles transformations s'en viennent, dans quel milieu, quelle fonction de travail, combien de travailleurs et de travailleuses seront touchés, quel échéancier qu'on se donne. Est-ce qu'il y a des retraites, par exemple, qui s'en viennent? Si je prends le CSMO Formabois, par exemple, juste pour 2025, il parle de 12,3 % de retraite chez les conducteurs d'équipements lourds dans le secteur forestier. C'est majeur, c'est important. Il faut être capable de tenir compte de tous ces éléments-là pour bien établir une politique de transition juste. Donc, premier ingrédient du gâteau, anticiper. Deuxième ingrédient, former. On va laisser tout de suite de côté les clichés qui disent que les travailleurs d'usine peuvent devenir des guides de kayak dans le fjord. Hein, ça, c'est un cliché. On a un devoir de respect des travailleurs et de leurs compétences. Et vous me permettrez d'être chauvin, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est certainement la région la mieux dotée pour faire cette formation. On a des centres de formation professionnelle avec nos centres de services scolaires partout sur le territoire. On est la seule région au Québec, si on exclut Montréal et la région métropolitaine, là, on est la seule région qui a 4 cégeps. L'Outaouais n'a pas 4 cégeps. L'Estrie n'a pas 4 cégeps. La Mauricie n'a pas 4 cégeps. Saguenay-Lac-Saint-Jean en a 4. On a une université également. Et les cégeps, justement, on offre des programmes réguliers, des programmes de formation continue. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, on a au Saguenay-Lac-Saint-Jean des diplômes d'études collégiales, des DEC, qui forment de la main-d'œuvre qui travaille dans l'industrie. Transformation des produits forestiers à Saint-Félicien, technologie forestière à Chicoutimi. On a une autre formule également qui est particulièrement interpellée quand on parle de transition juste dans la formation continue avec les attestations d'études collégiales. Je vous donne quelques exemples. Instrumentation, automatisation, robotique, Jonquière, Saint-Félicien. Conception et fabrication mécanique à Jonquière. Aménagement de la ressource forestière à Saint-Félicien. Gestion de la production en transformation du bois à Saint-Félicien. Et dans les attestations d'études collégiales, on a beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de pouvoir comme institution, comme cégep, pour pouvoir créer, pour pouvoir transformer, pour pouvoir imaginer avec vous, avec les travailleurs, avec l'industrie, des attestations d'études collégiales puis de la formation. On a aussi des programmes d'alternance travail-études pour être collés à la réalité du marché du travail. On a des services aux entreprises pour accompagner l'industrie qui veut faire des propositions de transformation de ses façons de travailler. On a la RAC, la reconnaissance des acquis et de compétences. La semaine dernière, nous avions notre activité de fin d'études au Cégep de Jonquière. J'ai rencontré des étudiants et des étudiantes qui ont obtenu leur diplôme avec une reconnaissance d'acquis et de compétences. Des gens plus âgés qui changeaient de milieu de travail, qui ont fait reconnaître leurs compétences et leurs acquis depuis plusieurs années. Ils étaient tellement fiers d'être à l'activité de fin d'études. Donc ça, c'est le côté formation. Troisième élément, donc je vous ai parlé d'anticiper, de former. Le troisième, c'est le financement. Le financement, je vous rappelle que la transition juste est une responsabilité collective. L'enjeu climatique, l'enjeu de la transition socio-écologique, c'est un enjeu collectif. Et dans le secteur forestier, les régions comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, durant toute leur histoire, ont produit des biens, ont exploité leurs ressources pour l'ensemble du Québec et même pour au-delà du Québec. Les régions du Québec ont été ouvertes essentiellement pour l'exploitation des ressources naturelles. Par exemple, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la compagnie Price. Ensuite, le premier entrepreneur forestier francophone, M. Dubuc, qui sont venus s'établir ici. Pourquoi, au fond?
pour 3 raisons. Il y avait de la main-d'œuvre de qualité. Il y avait l'accès facile à la ressource forestière ou hydroélectrique ou hydraulique. Puis il y avait des facilités de transport, notamment par le Saguenay. Donc, les régions, depuis une centaine d'années, Saguenay-Lac-Saint-Jean est un bel exemple, mais les autres régions du Québec, c'est la même chose. Ils ont produit des biens, ils ont produit du carton, ils ont produit du papier, ils ont produit des matériaux, ils ont produit des biens de consommation pour l'ensemble du Québec, pour les régions métropolitaines, pour l'extérieur. Je pense que ce n'est pas gênant de s'attendre que l'ensemble du Québec contribue à la transition juste nécessaire pour les travailleurs et les travailleuses. Donc, dans mon projet de loi 395, je parlais de créer un fonds de transition juste qui serait financé essentiellement, puis là, je suis ouvert aux suggestions parce qu'il y a différentes façons de financer, mais c'est pas vrai qu'on n'a pas d'argent au Québec. 3 sources de financement que je proposais. Et là, il y a un tabou, mais que moi, j'accepte de discuter, c'est d'utiliser le Fonds des générations. Le Fonds des générations a été créé par le gouvernement de M. Charest pour réduire le poids de la dette par rapport au PIB pour les générations futures. D'accord. Il y a une bonne partie du travail qui a été fait. On a passé d'un poids de la dette par rapport au PIB de 49 % en 2017 à 38 % en 2024. Quand on parle de changement climatique puis d'adaptation pour les générations futures, je pense qu'on est dans l'objectif d'un fonds des générations. Et dans le fonds des générations, il reste un solde de 16,7 milliards aujourd'hui. Je ne dis pas de le vider, je dis qu'on peut certainement épuiser. Deuxième source, le fonds vert, qu'on appelle aujourd'hui le fonds d'électrification et de changement climatique, qui a un surplus de 1,7 milliard. Et il va falloir envisager également d'autres mesures d'éco-fiscalité. Le Québec est en retard là-dessus. C'est pas moi qui le dis, c'est le vérificateur général du Québec avec le commissaire au développement durable. Autour de entre 3 et 4 % des revenus au Québec proviennent des taxes ou des mesures fiscales reliées à l'environnement, alors que dans le reste des pays de l'OCDE, c'est autour de 6 et 7 % des revenus qui proviennent des taxes ou des mesures fiscales qui sont reliées à l'environnement. Donc, on a un travail à faire pour aller chercher des revenus supplémentaires de ce côté-là. Et je veux vous dire qu'on a de l'expérience en matière de transition juste au Québec. Je vais vous donner un exemple du passé. Vous vous souvenez qu'au Québec, on exploitait l'amiante dans le centre du Québec. En 2012, le gouvernement auquel j'ai eu l'immense privilège de participer, le gouvernement de Mme Marois, a mis fin, après de nombreux et âpres débats, a mis fin à l'exploitation de l'amiante. Pour la région d'Asbestos, qu'on appelle aujourd'hui Val-des-Sources, et toute cette région, ça a été tout un débat et tout un défi. On a créé un fonds de diversification qui a été poursuivi par les gouvernements qui se sont succédés. Mais en 2012-2013, on a mis en place un fonds de diversification de plus de 50 millions de dollars. C'est une responsabilité collective. On a dit que c'est une responsabilité collective que les Québécois, de façon générale, contribuent à soutenir une région qui a travaillé fort, qui a exploité une ressource, qui aujourd'hui est en fin de vie. Donc, on a mis sur place un fonds de diversification de 50 millions. Puis aujourd'hui, si vous allez vous promener à Val-des-Sources, bien, il y a des nouvelles entreprises. Il y a eu une diversification économique. Il y a des travailleurs et des travailleuses qui travaillent dans des domaines en émergence. On pense même à utiliser des résidus d'amiante aujourd'hui pour faire de la captation de carbone. Alors, il y a beaucoup de recherches et de développement qui sont faits autour de ça. Certainement que le Québec est capable de faire encore mieux avec la forêt et les produits du bois. Je voudrais terminer par une proposition, puis là, vous allez me reconnaître encore comme un chauvin du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais moi, je rêve, c'est pas un rêve, je pense que c'est très réaliste, de faire du Saguenay-Lac-Saint-Jean une région laboratoire, une région pilote en transition juste. On a déjà tout ce qu'il faut. On en a parlé un peu tout à l'heure avec les établissements d'enseignement supérieur. Mais le Saguenay-Lac-Saint-Jean est la première région forestière du Québec. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a une très, très forte présence de l'industrie de la métallurgie également, qui sera touchée par les mesures de transition socio-écologique.
On a une présence syndicale importante. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est une des régions, sinon la région au Québec, avec le taux de syndicalisation le plus élevé. C'est sûr, notre profil industriel l'explique. Mais moi, ce que ça m'indique, c'est que c'est une région qui est capable de s'organiser. Par définition, une présence syndicale signifie une capacité de s'organiser collectivement dans un milieu de travail, dans un établissement, dans une institution, dans une entreprise. Donc, d'avoir une forte présence syndicale signifie qu'on est une région qui est capable de s'organiser collectivement. On a le sens de l'organisation. On est habitué à la concertation. Malheureusement, les gouvernements ont aboli plusieurs instances de concertation, mais il reste qu'on a cette volonté de se parler et de se concerter. On a une capacité d'innovation incroyable avec de la recherche et du développement, avec une université, avec les cégeps, avec des centres collégiaux de transfert technologique. On a 5 CCTT au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on est certainement une des régions les plus dynamiques, mais les mieux adaptées, les mieux positionnées pour enclencher ensemble le processus de la transition juste. Mais ce qui reste à faire, puis aujourd'hui, vous l'avez entamé. Aujourd'hui, vous avez réussi à vous réunir pour échanger sur ces enjeux-là. C'est la première clé d'un vrai dialogue social. C'est ça qui nous reste à faire. Saisissez cette occasion aujourd'hui pour aller plus loin, pour inviter la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean à être audacieuse, à envisager l'avenir, à voir les enjeux climatiques non pas comme une contrainte, mais comme une opportunité, à réaffirmer l'importance de l'industrie forestière comme certainement la meilleure ressource pour passer le cap de cette nécessaire transition socio-écologique. Donc, il reste à structurer ce dialogue social, il reste à formaliser la transition juste, il reste à établir les conditions pour les 3 ingrédients, anticiper, former, financer. Puis moi, en ce qui me concerne, je peux vous dire que certainement les institutions d'enseignement supérieur, les cégeps, celui dont j'ai le bonheur d'être directeur général, sera toujours au rendez-vous pour vous accompagner là-dedans, parce que la clé de la formation est entre vos mains, mais est entre les mains des partenaires, dont les cégeps. Alors, je veux vous remercier, vous souhaiter une excellente fin de journée, puis on va se revoir tout à l'heure. Je vais animer un panel. Merci. Merci énormément, Sylvain Gaudreault. Prochain panel, le 3e. Donc, il en reste 2 pour cet après-midi. C'est un sujet qui touche directement les emplois et aussi les travailleurs. Donc, le thème que nous allons maintenant traiter porte sur la stratégie industrielle et la transition juste. Sylvain en a fait référence tout à l'heure. Et c'est Dominique Demers, qui est conseiller municipal... syndical et non pas municipal, conseiller syndical de la CSN, et va venir donc vous présenter les propositions. Dominique. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a une bonne participation aujourd'hui à notre sommet. Ça me fait plaisir aussi d'introduire le pilier 1, qui est la nécessité d'une stratégie industrielle. Puis la raison est assez simple. Un des constats qu'on a fait quand on a commencé à préparer le sommet, c'est qu'on a regardé, on dit comment ça va l'industrie forestière sur tous ces aspects dans les dernières années. Puis là, on a commencé à compiler les facteurs, puis on a dit, on est arrivé à la conclusion qu'il y a 35 000 emplois qui se sont perdus dans les 25 dernières années dans la filière forestière. Et ça, malgré des cycles économiques différents, des régimes forestiers différents, puis tous les secteurs de l'industrie ont été touchés par ça. Pas plus que d'autres, tout a été touché. Donc, on s'est dit maintenant, comment qu'on fait? Qu'est-ce qui serait une bonne piste de solution? Puis, M. Gaudreault en a un peu parlé tantôt. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on s'enligne vers une transition. Et là, on s'est dit comment qu'on peut bonifier, améliorer notre industrie. Puis, on a bien à la conclusion qu'une des options, c'est effectivement d'aller chercher la meilleure valeur ajoutée qu'on peut pas à l'exploitation de la forêt. Ce matin, il y en a qui en ont parlé un petit peu de ça, de dire, on vend des 2x4, il se fait des maisons ailleurs. Pourquoi nous, on ne fait pas du préfabriqué avec ça? Donc, c'est pour ça que nous, on pense que ce changement-là ne se fera pas
tout seul et ce ne sera pas les seules règles de l'industrie qui vont pouvoir inciter ce changement-là. Et il y a une entité qui doit être automatiquement intégrée à ces discussions-là, c'est les travailleurs et les communautés aussi. Donc, ensuite, puis comme je le disais, il faudrait aussi créer dans notre proposition, vous allez voir, nous, on crée un bureau de transition qui aura comme mandat d'accompagner, de bonifier, de promouvoir aussi toute la modernisation ou l'amélioration de l'industrie forestière. Puis encore là, on pense que ça doit être un bureau qui doit offrir des ressources qui sont techniques, financières aussi. Donc ça va être pour la première proposition qui va être mise au jeu. La deuxième proposition, suite à ça, une fois qu'on va être dans ces changements-là, mais il va y avoir effectivement énormément de changements sur le marché du travail. Donc nous, ce qu'on suggère, c'est que effectivement, le bureau de transition aura aussi à coordonner tous les effets sur la main-d'œuvre. Et on pense qu'au Québec, on est bien outillé pour ça parce qu'on a déjà la commission des partenaires du marché du travail. De cette commission-là découlent les comités sectoriels de main-d'œuvre qui seraient effectivement une bonne référence et un bon outil pour pouvoir bien outiller les travailleurs. Et pas juste les travailleurs, aussi les communautés. Il y a des communautés qui ça risque de changer de façon assez radicale leur appartenance à l'industrie forestière qu'on connaît présentement. Donc, c'est la présentation que je vais vous faire aujourd'hui. Fait que je vais vous souhaiter de bons débats. Merci beaucoup, M. Demers. Maintenant, on a le plaisir d'accueillir notre panel de discussion. Faisant partie, on l'a rencontré pour ceux qui étaient là cet avant-midi, M. Robert Beauregard, qui viendra de l'Université Laval, professeur, je vous le rappelle. Frédéric Verreault, qui est vice-président Affaires corporatives chez Chantier Chibougamau et président du comité gouvernance et administrateur du Conseil de l'industrie forestière du Québec. Et pour terminer ce panel de discussion, Alexandre Fréchette, qui est représentant syndical et responsable du dossier forêt au syndicat de Métallo. Alors, ces échanges vont être modérés par Simon Lavigne, qui sera de retour sur la scène du Unifor. Alors, voilà, messieurs, à vous la parole. Rebonjour. Je vois que tout le monde est attentif, prêt à écouter ce qui va se dire ici. Je pense qu'on a un panel avec un sujet qui est extrêmement d'actualité. Merci à Dominique pour la présentation. Je ne vous cacherai pas que c'est un sujet qui a une connotation et une importance pour les travailleurs qui est, je pense, évidente. On sait que la structure de la fibre industrielle détermine le type d'emploi qu'on a. Puis, je pense qu'on a, comme on disait ce matin un peu dans la présentation qu'on faisait avec Alexandre, on a un intérêt de plus en plus à tenter d'influer sur la direction, en fait, que va prendre cette industrie-là. Puis aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir une discussion où on a 3 personnes quand même avec des profils différents, on va dire ça comme ça. Mais on veut les entendre rebondir sur ces questions-là. Donc, ma première question va être un peu bébête, peut-être, un peu générale, mais en même temps, je pense qu'elle va directement au cœur du problème. Pourquoi, selon vous, il faut renouveler la stratégie de développement de l'industrie forestière? Puis je commencerai par toi, Frédéric. Oh oui, on a des... Allô, 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 allô? Allô, allô? Allô? Oh. Alors, c'est symptomatique. Depuis ce matin, on a dit qu'à toutes les fois où l'industrie intervient, il n'y a rien qui marche. L'industrie arrive sur la scène, puis il n'y a plus rien qui marche. Je savais pas que tu avais un petit côté conspi. Mais permettez-moi d'abord, puis j'insiste là-dessus, on a salué des dignitaires depuis ce matin. Je veux souligner l'intervention du chef Verreault qui a débuté la journée avec une approche exemplaire de main tendue, d'horizon ouvert. Et pour moi, c'est le ton avec lequel on doit regarder la suite des choses pour saisir l'invitation lancée par la ministre.
On parle d'imputabilité aussi depuis ce matin. C'est la faute à qui, ce micro qui ne fonctionne pas? Mais donc, le chef Aéropole, oui, qui a mis la table avec une approche constructive. Et je veux saluer Bruno, Pascal, Anis, Dany et Jacques, qui sont les présidents ou les représentants de nos travailleurs dans nos usines. C'est pour eux qu'on est ici aujourd'hui et pour leurs collègues. Donc, je souhaitais débuter par ça. Et pour votre travail à vous, il y a comme une idée qui existe à l'effet que les syndicats, c'est inefficace. Puis non. En quelques semaines, vous avez accompli ce qu'il a souvent pris 18 mois à accomplir pour organiser ce sommet, ce rendez-vous. Alors, je tenais à le souligner, votre agilité, votre efficacité à vous revirer de bord sur un scène pour qu'on soit dans cette salle. Maintenant, ça, c'était le bout facile. Le bout, le fun, maintenant. Je me permettrais de suggérer que c'est d'abord une transition de notre posture à nous-mêmes. Ça fait 20 ans ce mois-ci que je suis dans cette famille forestière pour laquelle j'ai énormément d'affection. Mais ça fait aussi 20 ans que quand on se regarde dans le miroir entre nous, il y a comme on veut pérenniser un stigmate que personne nous aime, on n'est pas beau, on n'est pas attrayant. Est-ce que ce qu'on fait, c'est légitime? Sylvain a mis la table avec la transition juste, avec ce défi collectif planétaire qu'on a. Alissane y a référé ce matin aussi à l'urgence climatique, à la crise climatique. Ce n'est pas de l'enflure verbale. C'est à la limite des euphémismes que de parler de crise, d'urgence climatique. C'est le défi qu'on a aujourd'hui. Puis notre métier à nous tous dans la salle, parce qu'on a tous le même métier, qu'on soit des patrons, des dirigeants, des opérateurs, des électriciens, des gens de métier. Notre job à la gang, c'est de couper puis de transformer des arbres pour apporter la meilleure réponse possible à des besoins légitimes et pérennes des communautés. Puis le défi qu'on a, c'est de le faire de la meilleure façon possible. Mais pour pouvoir aller là puis que le monde ait envie d'embarquer, évidemment, ce matin, on a comme un peu lavé notre linge sale entre nous. C'était quasiment à s'ouvrir des veines par bout. Là. Mais si on veut que les gens embarquent dans un projet, on a le défi de se mettre en mode solution puis de le cadrer, ce projet-là. Puis avec ce qu'on fait, à la base de ce qu'on fait, on a toutes les raisons de l'assumer, notre métier, parce qu'il est plus pertinent aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Et la transition, mon grand-père paternel a quitté Charlevoix il y a 80 ans pour coloniser le nord de la Sarre, à Beaucanton, à l'époque de Duplessis. À l'époque de Duplessis, on pénétrait le territoire forestier, on le perturbait et on justifiait ça pour générer des jobs. On est en 2025 et à plusieurs égards, la conversation repose encore sur le fait que nos jobs, nos communautés forestières, nos entreprises, mais quand est-ce qu'on le casse, ce modèle-là, et que la transition, elle ne part pas de nous-mêmes comme moteur dans le reflet dans notre miroir, puis dans notre utilité dans la vie quand on se lève le matin? On ne coupe plus des arbres en 2025 pour créer des jobs. C'est innocent. Les écosystèmes méritent mieux que ça. On les comprend, on les connaît mieux que ça. Nos collectivités méritent mieux que ça. Nos travailleurs et nos travailleuses méritent aussi une motivation plus grande, plus noble que ça le matin. Alors, si on veut bâtir un régime forestier avec des bonnes prémices, il faut que ça repose sur la bonne justification. Pourquoi on les coupe les arbres? Puis après ça, oui, on aura une conversation avec les aspirations de toutes les parties prenantes pour prendre un maximum de considération en compte, faire les choses avec le plus de rigueur et d'intégrité possible, mais il faut que ça réponde à un grand besoin. Et en planification stratégique en entreprise, on commence souvent l'exercice en disant c'est quoi le why? Tu sais, si tu as engagé Sidley pour faire un exercice inspirationnel, la grande agence de création, là, tu sais, il y aurait une petite odeur d'encens peut-être pour nous stimuler, mais on commencerait avec quel est le why? Donc le pourquoi tu existes, ta vocation. Notre why à nous, il est plus grand que nature, il est plus pérenne que jamais. On sert à ce que le monde puisse se bâtir des maisons. Il y a une crise du logement. On sert à remplacer de l'acier puis du béton, il y a une crise climatique. On sert à remplacer des plastiques à usage unique avec la pâte Kraft, il y a une crise environnementale de gestion de déchets. C'est à ça qu'on sert. C'est pour ça que ce serait le fun qu'on en fasse plus de ce que l'on fait. Parce que les GES, ils n'arrêtent pas à Saint-Bernard-de-la-Colle. Ils continuent puis ils sont partagés. Alors, quand il y a un produit québécois qui permet de déplacer un produit plus polluant aux États-Unis, la planète est gagnante. Et nous, on peut lever la main, nous tous dans cette salle, nous comme communauté forestière, pour dire « Hey,
On a un projet, on a une réponse à un besoin. Puis je pense qu'on a la bonne foi, l'intégrité puis les compétences en 2025 pour pouvoir l'accomplir, ça. Fait que la transition juste, je pense que son enracinement, sa base, elle est là. Puis le wake-up call, il peut commencer autour de cette idée-là. C'était bref, mais c'était inspirant. Merci Frédéric, on reconnaît toute ta verve, c'est pas pour rien que je t'ai lancé la patate en premier. Merci pour ça, mais je constate quand même que tu l'axes beaucoup avant, je pense, d'aller peut-être sur des dimensions de stratégie. Tu l'axes beaucoup sur la question de la perception qu'on a, la perspective qu'on a par rapport à ce qu'on fait. Puis je pense que c'est une base très intéressante sur laquelle bâtir. Toi, Alexandre, pour toi, quand on parle de renouveler cette stratégie de développement de l'industrie, est-ce que tu trouves qu'on doit le faire? Au-delà de la perception qu'on a de ce qu'on fait, ça passe par quoi, selon toi? Bien, en fait, un petit peu faire suite au portrait que Robert nous a brossé ce matin un petit peu. Bon, les arbres sont plus loin, sont plus petits. Qu'on s'entende ou pas, il y a on va dire, mettons, un certain consensus à dire que le potentiel forestier est entamé. Bon, il est-tu beaucoup entamé, moins entamé, mais il y a moins de bois qu'il y avait. Puis il n'y en aura pas plus nécessairement à court terme dans le futur. Tout à l'heure, Sylvain Godreau parlait de dire que, tu sais, la planification de la transition, ça prend du temps. Il faut s'y prendre d'avance. On a un modèle présentement, actuellement, qui est basé sur le bois d'œuvre. Puis là, on a beaucoup de représentants. Là, la plupart de nos usines ont eu des investissements pour augmenter la productivité. Ça fait que le nombre de mètres cubes qu'on est capable de passer va constamment en augmentation. Puis, généralement, les emplois vont soit en diminuant ou en stagnant pour plus de production. Donc, si on fait l'équation, moins de bois à venir prochainement, bien, il faut commencer à se faire un petit plan de match pour voir où seront les prochains emplois. Je vais arrêter là pour ce tour-là. Mais donc, c'est la base pour toi de ce renouvellement de la stratégie. Robert, je sais que tu nous en as fait quand même une démonstration, ou en tout cas une présentation assez convaincante ce matin, mais qu'est-ce que tu rajouterais par rapport à ce renouvellement de la stratégie de développement de l'industrie? Moi, je vois 5 raisons pourquoi il faut renouveler la stratégie industrielle. La première, c'est Donald Trump. Un éléphant dans la pièce, mais beaucoup d'incertitudes à cause de la politique américaine. On ne sait pas ce qui va se passer, mais pas mal de monde s'entend pour dire qu'il faut être plus résilient, il faut moins dépendre du marché américain. Ça, c'est une raison. Première. La deuxième, ça a été évoqué, il y a beaucoup besoin de logements, d'habitations, puis des infrastructures vieillissantes. Bien, moins d'accès au marché américain, besoin de logements et d'infrastructures vieillissantes ici. Quand je dis ici, c'est Québec, mais c'est tout le Canada. Puis, on a un premier ministre du Canada qui veut diminuer les barrières interprovinciales, premier ministre du Québec aussi. Donc, il y a peut-être un alignement des astres pour réviser nos façons de faire. Troisième élément, changement climatique. Tu l'as dit, Frédéric, le bois, dans la transition climatique, pour moi, ça peut jouer un rôle clé parce que c'est un matériau de construction et de toutes sortes d'autres choses qui non seulement stocke du carbone, qui vient d'une forêt qui est un puits de carbone, et puis qui consomme très peu d'énergie pour être mise en œuvre, comparé à peu près à tous les autres matériaux de construction. Fait que, tu sais, dans une transition climatique, c'est beau le transport, l'électrification des transports, mais parlons de construction bas carbone, de toutes sortes d'affaires bas carbone, mais le bois, c'est un choix, c'est un matériau de choix. Quatrième raison, parce qu'on a un enjeu des bois mal aimés. Plusieurs personnes en ont parlé, là, le peuplier, le bouleau, puis il y a beaucoup de résineux enclavés dans beaucoup de feuillus mal aimés pour lesquels il n'y a pas de débouché. Il n'y a pas de débouché, mais peut-être qu'il y aurait un investissement ou des investissements ciblés. Puis je sais qu'il y a des entrepreneurs, des entreprises dans ça qui ont des projets dans ce sens-là, mais de biochar, de bioraffinage, pâte craft, mais d'un ensemble de choses pour la transformation de la fibre qui est économique, qui fait de l'argent, mais qui permet d'être un débouché pour des feuillus mal aimés. Je pense que ça, c'est une quatrième raison pourquoi il faut une nouvelle politique. Il y a un verrou là, à développer. Puis, cinquième, il faut apprendre à créer plus de jobs, plus de richesses en coupant moins de bois, parce qu'à court terme, on risque
de couper moins de bois. Donc, le temps qu'on investisse dans la sylviculture puis qu'on refasse apparaître plus de bois, il faut être plus wise dans la façon qu'on transforme le bois. Il y a encore, une fois, des entreprises qui l'ont compris et qui le font déjà, mais il faut l'étendre à une échelle plus large, je pense, à l'échelle du secteur. Merci. Très structuré comme réponse. Frédéric, justement, ça nous amène un peu à faire plus avec moins de bois potentiellement. Je ne sais pas si tu partages ce constat-là, mais j'aimerais te poser la question sur la deuxième, la troisième transformation. On en parle, on a retrouvé des documents, là, je pense, qui dataient des années 40, qui disaient qu'il faut faire plus de deuxième puis de troisième transformation. C'est absolument pas nouveau. Mais de ton point de vue à toi, puis de ton expérience au sein de Chantier Chibougamau, comment on fait pour en faire davantage? Puis jusqu'à quel point on peut en faire davantage? Parce qu'à un moment donné, il y a quand même une limite aussi. Il y a une première transformation qu'on ne peut pas négliger par ailleurs. En fait, non seulement on ne peut pas la négliger, mais c'est la fondation de la maison. Tu sais, une chaîne est toujours aussi faible que le plus faible de ses maillons. Et si on aspire à ajouter des maillons liés à la transformation et que ceux qui précèdent sont fragiles, bien, ton produit transformé ne sera pas compétitif. Tu ne pourras pas arriver dans le marché et jouer du coude pour déplacer d'autres produits alternatifs d'acier ou de béton, par exemple, ou de structures qui sont fabriquées selon d'autres concepts aux États-Unis. Donc, il faut avoir de la compétitivité. Et pour ça, il faut valoriser le bois d'œuvre et le fameux 2x4. D'une part, ça en prend encore pour des compositions de murs. D'autre part, c'est la matière première avec laquelle on va pouvoir faire de la deuxième, troisième transformation. Et en ce sens-là, on est, je le disais là, avec affection et considération, mais quand même pas pire pour se rouler la mousse de nombril au sein de notre famille forestière. Mais on ne fait pas que des choses stériles. Et depuis 15 ans, et encore dans une logique de développement durable, là, on pourrait dire ça dans tous les contextes et il y aurait quoi faire des feux d'artifice. Dans un contexte de rareté des ressources, on récolte 30% moins de bois aujourd'hui qu'il y a 15 ans. C'est beaucoup, c'est pratiquement le tiers moins de bois qu'on récolte aujourd'hui par rapport à il y a 15 ans. Et il sort de nos usines autant de matériaux de construction, autant de planches. Donc, les devoirs ont été faits depuis 15 ans pour les moderniser, les usines, pour respecter davantage chaque bio de bois, chaque tige, chaque arbre, chaque mètre cube et chaque hectare de forêt qu'on perturbe. Et ça, il faut l'établir, il faut en faire la pédagogie, que l'industrie ne vit pas les pieds sur le pouf à engranger des profits et à ne pas réinvestir. Ça s'est fait grâce à du réinvestissement, grâce au talent des hommes et des femmes dans nos équipes, puis à leur énergie au quotidien à faire virer nos usines sur le sens de l'allure. Alors ça, c'est important de l'établir, ce jalon-là, au bout de 15 ans de recul, des volumes qu'on transforme. Maintenant, pourquoi on n'en fait pas plus? Bien, c'est parce que les clients n'en veulent pas plus. Nous, si les clients nous appellent et disent « Je veux 20 millions, je veux 30 millions de pieds de poutrelle de plus », bien, on va les faire. Mais les clients n'en veulent pas plus. Donc, ce n'est pas un enjeu d'inertie de l'industrie, de manque de volonté. Puis, il y a des nuances dans tout ça, mais à la base, c'est une question de marché. Et il nous appartient à nous tous de le rendre attrayant, notre produit, de la rendre attrayante, notre solution, de valoriser sa performance, sa contribution. À partir de là, ça va cogner à nos portes. Et on le vit aujourd'hui dans les bois massifs, les grosses poutres. Mais est-ce que c'est juste une question de marché, Frédéric? Parce que, tu sais, j'écoute... Ce matin, Robert nous a fait il nous a parlé, en fait, de décisions qui ont été prises au début du 20e siècle au Québec pour arrêter d'envoyer du bois non transformé, décision qui n'a pas été prise en Colombie-Britannique, au sud de la frontière. On voit des marchés qui se développent par rapport aux produits décarbonés. On peut penser au bioraffinage, par exemple. Tout ça est lié à des décisions puis des politiques, des réglementations publiques qui ont créé des marchés, puis qui ont créé des signaux de marché, qui ont suscité des investissements. Donc, je suis d'accord avec toi qu'à un moment donné, on peut dire, est-ce que le marché est capable de l'absorber, mais est-ce qu'on n'a pas un rôle à jouer aussi collectivement pour créer des signaux de marché prévisibles dans le temps qui vont susciter ces investissements-là? Complètement. Puis Robert aussi cité Einstein ce matin. Et si on fait la même chose, de la même manière, on va générer les mêmes résultats. En matière de construction en bois, ça fait 20 ans qu'il y a des appels à construire en bois pour soutenir la filière forestière, les emplois forestiers. Ça donne des résultats mitigés. Aujourd'hui, avec 20 ans, avec la maturité, ça stagne au Québec. C'est un segment en croissance pour nous. On le vit au quotidien. L'Ontario est en progression comme ça. Les États-Unis sont en progression comme ça. Et le Québec stagne.
Pourquoi? Parce que cet appel-là à soutenir les besoins des communautés forestières, bien, il est usé puis il ne marche pas. Il faut en prendre acte. À contrario, là où ça prend son envol, c'est pas pour privilégier une industrie par rapport à une autre, des régions, des communautés. Les gens n'en ont rien à cirer à un appel à l'action comme celui-là. Mais là où ça fonctionne, c'est lorsqu'il y a une réglementation extrêmement légitime dans le bien commun qui porte sur un plafonnement des émissions de gaz à effet de serre par tout nouveau mètre carré de construction. Au Colorado, en Californie, à Toronto, en Colombie-Britannique, il y a des réglementations où tu as un plafond. Tu fais un nouveau mètre carré de construction, bien, tu as tant de GS auquel tu es autorisé, c'est plafonné. Bien, à partir de cette réglementation qui s'inscrit dans les impératifs de crise climatique, naturellement, les gens regardent leurs options. Bien, ils prennent du bois parce que le bois, il soustrait des émissions de carbone quand ils font le bilan. Et là, ça devient un peu singulier, où des gens vont prescrire plus d'épaisseur de bois parce que plus j'en mets, mieux c'est pour mon bilan carbone, ce qui n'est pas particulièrement intelligent parce que le plus durable des matériaux va toujours être celui que tu ne consommes pas. Alors, mais donc, ça, Simon, c'est très, très, très concret, c'est très collectif, c'est pragmatique et c'est pas un raccourci. Ça nous fait pas du bien à nous-mêmes, mais c'est là où on peut lever la main pour dire « Hey, on est là pour répondre à un besoin collectif. » Intéressant, intéressant. Puis, Alexandre, je te poserai la question, pourquoi on n'arrime pas ça? T'sais, on est dans un contexte de refonte du régime forestier. Es-tu d'accord avec cette idée qu'il y aurait un intérêt à arrimer une nouvelle réglementation, création de nouveaux marchés, soutien au développement de ces marchés-là et la refonte du régime forestier? Est-ce que tu vois un lien entre les deux, toi? Bien, en fait, il y a un lien direct. Par contre, il y a plusieurs différentes nuances de couleurs jusqu'où on peut aller là-dedans. Mais il faut au moins s'en parler puis réfléchir à ça. Une chose est sûre, là, puis, pour avoir participé à des instances de concertation dans le domaine forestier, puis je voyais des messieurs tout à l'heure qui parlaient de 2008 et avant, la transformation, ça n'en prend, c'est la patente, on veut tout aller là, mais dans les faits, ça n'arrive pas, ou très peu. Certaines initiatives qui sont sorties de terre, on ne sait pas exactement pourquoi. Mais tu sais, là, on a un contexte de diminution de la fibre qui s'en vient court, moyen terme, là, puis tu sais, je ne fais pas le débat à quand, mais ça s'en vient. On attend-tu de rentrer dans le mur? Puis là, quand on va tout fermer les moulins, ben là, les gars, les filles qui travaillent dans les régions vont se ramasser sur le chômage, puis éventuellement sur le bien-être social, puis, ou aller travailler dans les grands centres. Ou on se dit comme gouvernement, OK, je te fournis des mètres cubes, puis qu'est-ce qu'on reçoit comme province en échange de ça, comme retombée économique? Tu sais, on mesure pas ça, on le fait pas. Puis là, quand on aborde ces sujets-là, faut toujours y aller de façon, on y va dans une transition graduelle. Mais tu sais, la question des incitatifs, on va prendre un d'exemple. Il y a deux exemples. Là. Il y a les batteries, effectivement. C'est né, écoutez, à Bécancour, il n'y a pas de mine de batteries là. Il y a des politiques publiques. On a incité, on a rendu ça intéressant, puis ça bâtit. Il y a des slacks dans la corde, excusez-moi, mais essentiellement, ça bâtit encore, j'y étais la semaine passée. Fait que ça va bien. L'autre partie qui est intéressante aussi, c'est l'attribution des blocs d'énergie pour les entreprises, les projets que le gouvernement du Québec fait actuellement, c'est qu'ils ont introduit essentiellement une forme de mesure de retombée économique pour les mégawatts qu'on donne. Tu sais, pourquoi qu'on se donne pas un peu cette réflexion-là, de dire, je te donne les mètres cubes, qu'est-ce que tu m'offrirais en échange? Ou, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parce que rappelons-nous toujours une chose, les mètres cubes nous appartiennent comme société québécoise. On n'est pas obligé de rester dans un carcan du 2x4 jusqu'à ce qu'on ait plus de bois. On peut réfléchir à autre chose, mais il faut entreprendre ce chantier-là. Puis c'est sûr qu'il y a des entreprises, tu sais, ils aimeraient bien qu'on leur fournisse du bois, mais laisse-moi faire ce que je veux avec. Ce qu'on se dit, c'est que peut-être ça serait bien pour le bien de tous de dire, on peut-tu voir plus loin un peu que ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? On peut les aider ou il peut y avoir un système là, où on va prendre le bâton ou la carotte, mais tu sais, c'est en plein le bon moment. On est dans un brassage de cartes majeures pour plein de raisons. C'est le temps d'y réfléchir. Puis là, présentement, c'est complètement absent là, de la réforme de ce qu'on a pu voir à venir à date. Intéressant. Robert, je te laisserai rebondir là-dessus si tu veux, puis sinon, après ça, j'ai une question peut-être un peu plus spécifique pour toi, mais je pense que tu voulais peut-être rebondir là-dessus avant. Bien,
pour moi, comment mettre en place une politique d'industrialisation de valeur ajoutée? Pour moi, la première chose à faire, c'est décider que c'est important, en faire une priorité. Je pense que c'est le point de départ. Parce que le gouvernement peut faire beaucoup de choses, puis il fait beaucoup de choses. Puis on a présenté tantôt, M. Gaudreau, le cas dans l'amiante, transition, adaptation, etc. Le gouvernement a décidé qu'il y a un enjeu là, puis on va déployer des outils de toutes sortes. Mais il faut que le gouvernement décide que c'est important, que c'est un enjeu. Je pense que le gouvernement a décidé que la filière batterie, c'est important. Puis il a déployé, pas un moyen ou deux moyens, toute une panoplie de moyens. Certains éléments réglementaires, des incitatifs, des investissements, des prêts remboursables, non remboursables, toutes sortes de choses possibles, mais il faut commencer par décider que c'est important. Puis, effectivement, Nordvolt, ça n'a pas l'air parti pour aller bien, mais il y a 10, 12 projets de batteries. C'est pas juste Nordvolt au Québec, les batteries. Et ça va-t-il être un succès ou un échec, je ne sais pas, mais c'est basé sur une analyse qu'il va y avoir une transition vers l'électricité durable. On a beaucoup d'électricité durable. Bien, on pense qu'il y a un avenir là-dedans. Ils ont décidé de faire de quoi? Tu sais, une décision, c'est important. Pour moi, un autre domaine où le gouvernement a décidé que c'est important, c'est l'hydroélectricité et ce qu'ils font avec Hydro-Québec en ce moment. Moi, je suis les rapports les plans stratégiques d'Hydro-Québec depuis quelques années, ça m'intéresse. Il y a de la viande là-dedans. On voit qu'ils ont décidé que c'est important, l'énergie renouvelable. Puis ils mettent les moyens pour que ça se développe. T'sais, ils disent doubler la production d'énergie renouvelable. Moi, j'aimerais ça qu'ils fassent un peu plus d'économie d'énergie parce qu'il y a une mine d'énergie incroyable là-dedans, mais ils ont quand même pris une décision d'abord que c'est important. Puis quand on lit les plans d'Hydro-Québec, on le voit que c'est important. Mais pour le secteur forestier, on ne le voit pas encore que c'est important. Ça, pour moi, c'est la première chose. Puis quand on a décidé que c'est important, bien après, il y a toute une panoplie. On a parlé de carottes puis de bâtons, Alexandre. Bien, effectivement, il y a des incitatifs positifs, les carottes, puis des fois, les bâtons, comme la réglementation sur les GES dans les bâtiments. Puis, bien, souvent, la bonne solution, c'est pas une solution unique pour régler tous les problèmes, c'est tout un ensemble de petites solutions ici et là qui changent le portrait. J'ai mentionné ce matin, je l'ai fait exprès, que certaines décisions du passé, en 1850, puis en 1910, puis en 1976-77, ont changé le portrait de notre industrie. C'était pas des si grosses décisions que ça, mais il y a eu quelqu'un qui a eu la vision de prendre une décision que ça, c'est important, puis on va y mettre les moyens. Bien, les moyens, il y en a de toutes sortes, puis bon, on en a mentionné tout à l'heure, mais il y en a un qu'on n'a pas mentionné, mais c'est pas toujours le Conseil du Trésor qui peut être sollicité. Il y a beaucoup d'autres outils économiques. Au Québec, on a créé la Caisse de dépôt et de placement. Les travailleurs ont créé les fonds de travailleurs. Bien, c'est des outils de développement économique aussi importants qu'on peut mobiliser en synergie quand on décide qu'un secteur est important puis qu'on y met nos ressources. Fait que pour moi, ça, c'est peut-être l'élément clé que j'ai pas vu assez à date dans comment mettre en place une stratégie de valeur ajoutée. Je vais te poser une question, Frédéric. J'aime ça quand tu arrives à, des fois, identifier certaines clés qui sont importantes pour le développement futur de la filière. Puis j'aimerais ça, si tu serais capable, peut-être qu'il y en a une, deux ou trois que tu veux aborder avec nous, mais des clés d'une approche stratégique par rapport à ce que tu veux voir advenir de cette filière-là. Bien, pas nécessairement chez vous, mais en général. Au sein de la famille. Avec ce qu'on vient de partager là, sur les exemples de la filière batterie, je pense qu'il y a quelques filières au Québec qui peuvent nous inspirer sur ce qu'on fait, comment on le fait, puis comment on se projette pour la suite des choses. Il est question d'aluminium vert au Québec. Il est question de minéraux critiques et stratégiques au Québec. Il est question de la filière batterie puis de mégawatts d'énergie renouvelable. On regarde la trame narrative, le parcours, la trajectoire de ces filières-là. On regarde ce que l'on fait. On peut au moins dire qu'on fait des matériaux critiques et stratégiques avec les arbres qu'on valorise. Il y a peut-être là une base dont on peut s'inspirer pour se projeter, pour rallier. Et tu parlais du Conseil du Trésor. Encore là,
Tu fais venir le Conseil du Trésor ici, tu fais venir le ministère des Finances pour faire des arbitrages politiques, tu fais venir le bureau du premier ministre pour dire « Hey, quel projet de loi, tu sais, on va pousser, puis que ça, on va se mettre la tête sur la bûche pour cette filière-là. » Tu sais, l'ambiance générale, moi, depuis 20 ans, je pense que ça a duré 2 minutes, j'ai vu du monde de bonne humeur dans l'industrie forestière. C'était en 2022, quand le bois était à 1300$ US. À part de ça, c'est tout le temps juste des problèmes du chiolage, puis de l'obstination sur comment on fait les choses. Donc, si on veut rallier, il faut mobiliser, puis on ne mobilisera pas avec une ambiance où on est dans le négatif tout le temps. Fait que, première chose. Et la deuxième, c'est de donner des indicateurs. On a beaucoup parlé d'objectifs depuis ce matin et d'imputabilité. La base de l'imputabilité repose sur la mesure. Et pour ça, ça prend des indicateurs. C'est ça un réel objectif. Souvent, on confond un objectif avec un moyen. Un moyen, c'est comment je vais exécuter les choses. Est-ce que j'offre des conditions de rémunération, des conditions de travail adéquates pour avoir une composition d'effectifs, évidemment, plan quantitatif qui est de base, mais du monde de bonne humeur intéressé à pousser dans la bonne direction. Ça, c'est ma responsabilité comme employeur sur comment je fais les choses. C'est pas un objectif, c'est vraiment une stratégie d'exécution, le comment. Mais les objectifs à mesurer pour la filière et pour les arbres, les mégawatts. Aujourd'hui, on produit 300 mégawatts d'énergie renouvelable. Et combien de gigajoules d'énergie renouvelable à partir des ressources forestières? Combien de maisons on bâtit grâce au bois qu'on transforme au Québec? Juste notre entreprise à nous, on génère les madriers de construction, les pièces de bois d'œuvre pour bâtir 55 000 maisons neuves par année. Et il se bâtit 14 000 maisons neuves par année au Québec. C'est dire la portée névralgique qu'on a dans une crise du logement. Combien de mètres carrés d'infrastructures sont construites grâce à ce matériau renouvelable et carbonégatif qu'on a? Notre contribution au PIB, notre contribution à la balance commerciale et notre contribution fiscale totale. Tu sais, si à la taille d'une organisation comme chez nous, où on a 150-200 millions de masse salariale, bien, combien tu as en impôts qui résultent de ça? Combien il y a d'impôts payés à 25 % sur les bénéfices que l'on fait? Combien il y a sur les 650 millions d'achats qu'on fait annuellement exclusivement au Québec en biens et services, et seulement notre entreprise à nous qui est additionnée à celle de tous nos collègues, dont plusieurs sont dans la salle ce soir, ça se mesure, et c'est là où ton modèle, tel les mégawatts mesurés pour les retombées d'Hydro-Québec, il peut s'exprimer. Mais tant qu'on reste dans l'arbitraire, puis dans le placotage, puis dans le débat d'opinion sur « moi, je pense que j'ai raison, puis je suis plus important que toi », on ne bougera pas. Il faut s'élever au-dessus de la mêlée avec mégawatts, maison, mètres cubes, PIB, exportation, fiscalité. Si on part de là, en ne perdant jamais de vue les écosystèmes, la biodiversité, les gens, les Premières Nations, je pense qu'on a là la liste des autres priorités critiques qui peuvent nous guider dans l'exécution. Bon, on a une base de stratégie industrielle, on a une base de transition, on a une base d'alignement à partir de laquelle on peut structurer un projet de loi. Puis je pense que l'occasion est là. Le projet de loi il est déposé. Les consultations s'en viennent, les mémoires s'en viennent. Je pense jusqu'à preuve du contraire, je préfère avoir des lunettes roses et partir de la prémisse de la bonne foi, que la ministre a une intention qui est bonne foi, qui est respectable. Et c'est à nous de resserrer les boulons pour aller là-dedans à très, très haut niveau, puis de faire avancer les choses et de les accomplir de la bonne façon. Ça nous laisse pas tellement de temps avec 3 jours de commission parlementaire, mais effectivement, je suis d'accord, les lunettes sont roses. Alexandre, je t'amène sur... on parle de transition ici, on parle quand même de perturbations potentielles pour les travailleurs, les travailleuses. Pour toi, comment on passe à travers cette transition? Comment on aborde cette transition-là avec et pour les travailleurs? Bien, en fait... je pense que la présentation de Sylvain Godreau, juste avant le panel, était particulièrement bien timée. Le bout, tu sais, la planification, puis bon, on dit il va arriver, on va perdre des emplois, il va y avoir consolidation, on ne sait pas quand, mais ça risque d'arriver dans un avenir assez rapproché. Fait que l'idée de la transition juste, c'est de dire, bon, ben, on va planifier qu'est-ce qu'on va faire avec les gens qui ont malheureusement perdu leur emploi. Bien, c'est clair pour nous autres, les travailleurs, c'est que l'augmentation de la transformation de notre patrimoine forestier, donc de passer, là, on va dire, du modèle de bois d'œuvre à aller à plus de transformation, donc plus d'emplois,
Puis quand on parle d'emplois compatibles, un peu le même genre, des emplois de scierie, travailler dans une usine d'aboutage, ça se ressemble en termes de conditions de travail, ça se ressemble en termes techniquement. Tu peux continuer à travailler dans ta ville, dans ton milieu. Fait que pour nous autres, c'est clair qu'on voit là une opportunité de replacer des gens qui pourraient avoir perdu des emplois dans une usine de sciage, puis de les replacer dans une usine de transformation avec des produits X, Y, Z qu'ils seront. Fait que c'est, pour nous autres, là, la transition juste, le grand principe, on le comprend, mais bien personnellement, on se débat toujours à dire « Ouais, mais je veux pas être reformé comme électrotechnicien. Moi, je suis un gars de scierie, je vais scier du bois. Ben là, je peux en faire ailleurs. » C'est important d'avoir des débouchés pour les emplois qu'on aura perdus, puis c'est ça que la transition de la politique industrielle doit aussi permettre. C'est pour ça que le timing est aussi important maintenant. Puis qui implique une planification, donc une volonté de prendre en amont les choses qui vont se passer plus tard, mais de pas simplement réagir comme on le fait souvent, où les décisions sont prises, puis là, on est obligé rapidement de rapiécer un petit peu la situation. Non, puis de développer des nouvelles filiales, que ce soit là, dans les différents produits prometteurs, on le sait, c'est long, c'est ardu, ça prend de la patience, ça prend du monde qui ont le goût d'y aller avec un plan bien soutenu. Donc là, commençons tout de suite à réfléchir à ça. Puis je veux dire, là, tu sais, on fait du 2x4, les amis, c'est payant, ça paye le loyer, c'est ce qu'on dit souvent, c'est correct. Mais on passe d'une crise tarifaire, une après les autres avec les États-Unis, tu sais, on peut-tu regarder d'autres choses, tu sais? Pour toutes ces bonnes raisons-là, c'est ça l'idée, puis dont celle-là de reclasser les gens qui auraient perdu leur emploi. Merci, Alex. Je vois le temps qui file. Je voulais quand même laisser l'opportunité aux gens dans la salle, s'il y a des interventions au micro, de vous présenter, si vous voulez rebondir ou vous avez des commentaires à faire sur ce que vous avez entendu, puis nos panélistes pourront réagir à vos propos.